voulez jouer à Daggerheart, le nouveau jeu de rôle de Darrington Press, mais vous n'y comprenez rien? Ne vous inquiétez pas, je suis là. Aujourd'hui, essayons de comprendre les bases du système en décomposant la fiche de personnage de façon détaillée. Je vous invite à prendre votre fiche de personnage et nous pouvons commencer. Mais vous me direz, quelle fiche prendre? Elles sont toutes très similaires, donc par souci de simplicité, je vais prendre celle du rôdeur comme exemple. Mais effectivement, chaque classe a sa propre fiche qui détaille ses capacités propres. Vous trouverez donc dans le coin en haut à gauche la classe à qui correspond cette fiche et les domaines qui y sont associés. Il y a 9 classes de base et chacune d'elles est la combinaison de 2 des 9 domaines de base. Ensuite, vous trouverez des espaces pour noter le nom et les pronoms de personnages, ainsi que pour l'héritage de celui-ci et la sous-classe. Lors de la création de votre personnage, vous choisissez une des 2 sous-classes proposées par votre classe. Par exemple, pour mon rôdeur, j'ai le choix entre explorateur et ami des bêtes, chacun offrant une ou plusieurs capacités propres. L'héritage, quant à lui, se décompose en 2 parties. L'ascendant, qui est juste l'espèce à laquelle vous appartenez, allant de l'elfe à l'homme grenouille en passant par le robot, et la communauté, c'est-à-dire là où votre personnage a grandi et a été éduqué. Vous pouvez donc être un nain originaire du savoir, par exemple. Évidemment, ascendance et communauté vous offrent des avantages et des avantages. Puis, on finit la bannière haute de la fiche avec le niveau. Dans Daggerheart, il y a 10 niveaux divisés en 4 tiers. À chaque fois que vous montez d'un niveau, vous pouvez choisir 2 options parmi une liste à cocher. Vous remarquerez d'ailleurs que certaines options dans la liste ont plusieurs cases à cocher, car elles peuvent être sélectionnées plusieurs fois. Le plus important reste quand même le tiers dans lequel vous êtes, car c'est ça qui va définir les options que vous aurez au level up. Le premier tiers, c'est simplement le premier niveau. Ensuite, du niveau 2 à 4, vous êtes dans le tiers 2. Le tiers 3 correspond au niveau 5 à 7. Et au-dessus jusqu'au niveau 10, c'est le tiers 4. La montée de niveau dans Daggerheart se fait non pas avec de l'expérience classique, mais plus au fil de ce que la narration dicte. Et c'est un fait que l'on va retrouver souvent dans ce système. Ensuite, sur la fiche, nous trouvons l'évasion et l'armure. L'évasion est votre capacité à ne pas être touché par les attaques ennemies, puisque c'est le score que doivent égaler ou battre vos adversaires pour réussir à faire mouche. Donc, plus c'est élevé, mieux c'est. Et c'est une valeur qui est définie par votre classe et peut être altérée par certains équipements et ou capacités. Quant à l'armure, il ne s'agit pas d'un bonus à l'évasion ou quoi, c'est en fait une ressource que vous pouvez dépenser pour encaisser des coups. En dépensant un point d'armure, vous pouvez réduire les dégâts que vous subissez par une attaque d'un seuil. Que sont les seuils de dégâts? On y arrivera bientôt. Mais d'abord, attaquons le gros bout que sont les traits de personnage. Il y en a 6 et pour les expliquer, je vais utiliser la culte comparaison tomate. La comparaison tomate permet de comprendre les traits via un exemple simple. Donc votre agilité correspondrait à votre capacité à éviter des tomates qui vous seraient jetées dessus par exemple. Votre force, c'est votre capacité à écraser une tomate au creux de la paume de votre main. La finesse, c'est la capacité à découper une tomate en fines lamelles. Votre instinct vous sert à sentir si une tomate est mûre ou pourrie. Votre savoir, c'est vos connaissances, notamment sur le fait que la tomate est bien un fruit. Et votre présence, c'est le fait de réussir à vendre une salade de fruits à base de tomates. Mais comment on utilise ces traits, me direz-vous? Eh bien, à chaque fois que vous faites un jet pour une action, vous pouvez rajouter les modificateurs d'un trait, et généralement, c'est votre MJ qui vous dira quel trait utiliser pour un test donné. Mais comment fait-on un jet d'action, me direz-vous? Eh bien, à chaque fois que votre personnage fait quelque chose qui a la moindre chance de rater, vous lancez 2 dés à 12 faces et additionnez les résultats. Si le tout est égal ou supérieur à la difficulté définie par le maître du jeu, le test est réussi. Mais ce n'est pas tout. Dans Daggerheart, vous devez définir un de ces dés 12 comme votre dé d'espoir et l'autre comme votre dé de peur. À eux deux, ils forment les dés de dualité. Si lors d'un lancer, le dé d'espoir a une valeur plus grande, alors vous venez de faire un jet avec espoir. Vous gagnez immédiatement un point d'espoir, même si le jet au global est raté. A l'inverse, si c'est le dé de peur qui est plus élevé, le maître du jeu gagne un jeton de peur et peut rajouter une conséquence plutôt néfaste à votre action qui fera avancer la narration. Et si les 2 dés ont le même résultat? C'est une réussite critique, pardi. Peu importe le résultat des dés, vous réussissez magistralement ce que vous avez entrepris, vous gagnez un point d'espoir et vous pouvez décocher un point de stress. Maintenant qu'on a vu ça, je vais passer sur toute la colonne de gauche de la fiche de personnage en commençant par la section dégâts et santé.
Vous remarquerez peut-être que contrairement à beaucoup d'autres jeux, vous n'avez qu'un nombre très limité de PV déterminé par votre classe. Tout cela a à voir avec les seuils de dégâts. Ils définissent à quel point une attaque que vous subissez est sévère par rapport aux dégâts, et donc combien de PV vous allez perdre. Dans cet exemple, si vous subissez moins de 7 dégâts, vous ne cochez qu'un PV. Si les dégâts sont entre 7 et 14, vous cochez 2 PV, et si c'est supérieur à 14, alors vous cochez 3 PV. Il existe une règle optionnelle qui dit de cocher 4 PV si les dégâts sont supérieurs au double de votre second seuil, et une règle homebrew que j'aime bien, disant que vous êtes instantanément tué si vous subissez 4 fois de plus de dégâts que votre second seuil. Mais évidemment, c'est au bon vouloir de chacun. Les PV sont donc bien la représentation de la vitalité de votre personnage. Mais que se passe-t-il si vous avez coché tous vos PV? Eh bien, vous pouvez faire ce que je vais appeler poétiquement un chant du cygne ou death move, et choisir l'une des 3 options proposées. L'apothéose, où vous acceptez la mort mais refusez de partir simplement, votre personnage se relève et peut faire une dernière action qui sera forcément un succès critique avant de périr. Évitez la mort, où vous refusez de mourir mais vous devez subir les conséquences. Vous ne pouvez rien faire tant qu'un repos long n'a pas été fait ou qu'un alien ne vous a pas soigné d'un PV minimum. Et vous lancez votre dé d'espoir. Si le résultat est inférieur ou égal à votre niveau, le personnage est traumatisé et perd définitivement un emplacement de point d'espoir. Ou vous pouvez tout risquer en lançant vos dés de dualité. Si c'est un résultat avec espoir, vous pouvez vous soigner d'autant de points que le résultat du dé, réparti entre PV et stress. Mais si c'est un résultat avec peur, alors votre personnage meurt tout simplement. Oh, et si c'est un critique, eh bien vous vous relevez et vous soignez de tous vos PV et de tout votre stress. Un peu comme une faveur divine venant des cieux. Et avec tout ça, j'ai toujours pas réussi à expliquer ce qu'étaient les points de stress concrètement. Il s'agit de la fatigue physique et psychologique subie par votre personnage. Vous marquez un stress à chaque fois que quelque chose vous le demande. Quand vous ratez particulièrement une action, quand quelque chose de grave arrive dans la narration, quand une capacité alliée ou ennemie vous le demande, tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles vous pourriez marquer des points de stress. Et si vous n'avez plus de points de stress à marquer, eh bien vous marquez des PV à la place. Mais ne vous inquiétez pas, car ensuite vient l'espoir, probablement votre ressource la plus importante. Vous en avez 6 maximum, et vous pouvez les utiliser pour plein de choses. Déjà, chaque classe a une capacité spéciale qui utilise un nombre de points d'espoir donné. Ensuite, beaucoup de capacités demandent d'utiliser des points d'espoir. Vous pouvez aussi utiliser l'espoir pour aider un allié et lui offrir un avantage. Lorsque vous êtes avantagé sur un jet, vous pouvez lancer un D6 en plus et l'ajouter au résultat des dés de dualité. Et aussi, vous pouvez utiliser un point d'espoir pour utiliser une expérience. Les expériences sont des compétences généralement assez vagues qui vous permettront d'avoir des bonus sur certains jets en échange d'un point d'espoir. Vous commencez avec 2 expériences, chacune d'elles avec un bonus de plus 2. Par exemple, si j'ai l'expérience Ami de la Nature, en dépensant un point d'espoir, je peux ajouter le plus 2 de cette expérience à n'importe quel jet, tant que j'arrive à justifier au maître du jeu que cette expérience m'est utile pour ce jet. Ensuite vient la partie préférée de tout le monde, l'or, les pépettes, la moulaga. Et Daggerheart décide encore une fois d'avoir une idée que j'aime particulièrement, puisque l'or se compte en poignées, en sacs et en coffres. Et à partir de là, c'est assez simple. 10 poignées forment un sac et 10 sacs forment un coffre. Sachant que vous ne pouvez avoir qu'un seul coffre sur vous. Ce système, à mon avis, permet vraiment de rendre le loot d'or plus fun, sans pour autant se perdre avec des grands chiffres, des pièces de différentes valeurs. C'est simple et orienté narration avant tout. La partie d'après est très brute. Chaque classe a des capacités propres à elle qui sont notées dans cette case. Pas plus compliqué que ça. Personnellement, j'utiliserai aussi cette case pour marquer les autres petites capacités de mon personnage qui ne sont pas au format carte.
Sur ce, attention, je vais passer à la colonne de droite de la fiche, qui peut paraître un peu plus complexe, puisque je vais devoir directement attaquer sur le système d'armes. Déjà, les deux mains là indiquent si les armes que vous portez occupent une ou deux de vos mains. Ainsi, certaines armes demandent d'utiliser les deux mains et d'autres qu'une seule. La partie compétence indique le nombre de dés de dégâts que vous lancerez lorsqu'une attaque touche, et c'est une valeur qui augmente avec les niveaux. Les armes se décomposent donc en plusieurs parties. Évidemment, un nom, le trait que vous utilisez pour faire des jets, notamment d'attaque avec cette arme, les dégâts indiqués par un type de dé et un bonus, sachant que les dégâts d'armes peuvent être soit physiques, soit magiques. Si l'arme se porte à une ou deux mains, et les spécificités qui peuvent être autant des avantages que des désavantages, mais je ne vais pas les lister ici. Et oui, j'ai fait exprès de passer sur la portée, car c'est un chouille compliqué donc je vais parler plus en détail. Parce que Daggerheart n'utilise pas de portée en pied ou en mètres, en tout cas pas en tant que valeur principale, même si on a quand même des distances approximatives pour aider à visualiser. Nous avons donc la mêlée, lorsque vous êtes en contact avec un adversaire, la portée très courte, entre 1,5 et 3 mètres, courte, entre 3 et 9 mètres, longue, entre 9 et 30 mètres, et très longue, tout ce qui est au-delà de 30 mètres. Sachant que chacune de ces portées a aussi un équivalent pour s'y retrouver sur une map de jeu. Aussi, un personnage, lors d'un combat, peut se déplacer à n'importe quelle courte portée ou choisir de faire un jet d'agilité pour se dépasser plus sans encombre s'il réussit. Ensuite, pour ce qui est de votre armure, on retrouve des notions déjà vues, puisque c'est elle qui va définir vos seuils de dégâts, auxquels vous ajouterez votre niveau et vos bonus potentiels pour avoir leur valeur finale. Et la valeur de base d'armure, qui définit combien de points d'armure vous pouvez dépenser pour faire baisser d'un seuil les dégâts que vous prenez. Et enfin, on finit la fiche avec l'inventaire pour noter tout ce que vous pouvez porter sur vous et les armes potentielles que vous avez en plus, mais qui ne sont pas dans vos mains. Mais, la vidéo n'est pas terminée, car il y a d'autres choses cachées importantes. Déjà, si à n'importe quel moment vous avez un doute sur le contenu de votre fiche, vous pouvez utiliser le sidecar, qui est une cheat sheet qui réexplique chaque partie de la feuille. Et pour finir, les cartes de domaine. C'est pas vraiment la fiche de personnage en elle-même, mais je considère que ça rentre quand même dans les cases. Vous pouvez en avoir 5 dans votre main, qui sont donc actives et utilisables à la fois. Chaque carte est associée à un domaine, donc vous ne pouvez avoir que des cartes des domaines de votre classe et elles ont un niveau, donc vous ne pouvez pas avoir de cartes avec un niveau supérieur au vôtre. Comme je l'ai déjà dit, vous ne pouvez avoir que 5 cartes en main. Donc si vous en avez plus, vous en choisissez 5 et le reste va dans votre caveau. Vous pouvez échanger les cartes de votre main et de votre caveau pendant un repos ou en payant cette petite valeur en stress. Vous marquez donc X points de stress et renvoyez une autre carte de votre main dans votre caveau et hop, vous voilà avec la carte dont vous avez besoin. A noter aussi qu'il y a différents types de cartes, les capacités, les sorts et les grimoires, mais ça ne change pas grand chose. Sachez juste que généralement, les sorts et les grimoires vous demanderont des jets d'incantation. Le trait que vous utilisez pour ces jets d'incantation est défini par votre classe. Et je crois que c'est enfin fini. Avec ça, vous avez une bonne compréhension des bases du système de Daggerheart. S'il manque quoi que ce soit, ou que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je mettrai à jour la description de la vidéo en conséquence. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, car d'autres vidéos sur Daggerheart et les jeux de rôle en général arrivent très vite.